Alors, faut-il réécrire le décret de 2008? À vrai dire, à ce stade, je ne sais pas. Le compléter, probablement. Le lire, certainement. Alors, je pense, en effet, qu'avant de réécrire le décret, il faudrait déjà se l'approprier. Il est vrai qu'il a des lacunes, voire des incohérences. Parfois, elles ont été largement commentées depuis des années par des spécialistes bien connus. Je ne vise personne, ils se reconnaîtront. Plus important encore, à mon sens, que les lacunes créées par la rédaction du décret, les lacunes des praticiens, parfois, je ne le dis pas trop fort, au regard de l'accomplissement de certains actes pour lesquels, gravés dans le marbre depuis près de 17 ans déjà, continuent de solliciter les magistrats pour l'autorisation d'actes d'administration, là où le Code civil, déjà bien accompagné par le décret, eh bien, leur donne toute latitude pour agir. Alors, j'entends le silence. Qu'est-ce qu'il nous dit? On sollicite le juge pour des actes d'administration. Bon. Lacune orientée peut-être également par certains magistrats qui, justement, continuent de rendre des ordonnances pour de tels actes. Alors, à ce stade, je comprends que je dois me faire pas mal d'amis déjà, mais pourtant, loin de moi l'envie d'incriminer qui que ce soit, mais de dresser le constat simple à mon humble niveau pour pratiquer le métier depuis près de 15 ans déjà, de constater le temps déjà long parcouru par ce décret de 2008, pour lequel, lorsque j'échange au quotidien avec des mandataires et que je leur demande mais pourquoi souhaitez-vous effectuer une requête ici, ils nous disent eh bien, on a toujours fait comme ça. Et puis, le juge ne nous a jamais rendu de non-lieu à statuer. Bon, qu'il en soit ainsi. Continuons. Ou alors, essayons de reprendre ensemble les textes et de voir quelle portée on peut leur donner, et surtout lorsque ces derniers ne souffrent d'aucune interprétation. Alors, je propose de l'illustrer à travers deux exemples qui pourront faire écho auprès des MJPM, juste après avoir rappelé le décret en question. Vous le voyez derrière moi, ce décret de 2008, il est pris en application de trois articles, 452, 496 et 502 du Code civil, que je rappelle vraiment très brièvement. L'article 502, le tuteur et le curateur peuvent s'adjoindre du concours de tiers pour l'accomplissement de certains actes. On fait référence ici notamment aux actes dits conservatoires ou encore des actes d'administration. L'article 496, le tuteur représente la personne protégée dans les actes relatifs à la gestion de son patrimoine. Il est tenu d'apporter des soins prudents, diligents et avisés dans le seul intérêt de la personne protégée. Je vous propose de revenir un instant sur les quelques principes directeurs d'une bonne gestion. Vous le savez, cette formule, elle est déjà ancienne, elle date de 2007, de la réforme, qui, mettant fin au patriarcat, voulait enfouir la notion dite de gestion en bon père de famille. Elle est venue nous apporter ces précisions, de gestion prudente, diligente et avisée. Alors la gestion prudente, comme vous le voyez, le législateur, il parle bien d'une gestion prudente et non d'une gestion sécurisée ou garantie en capital, comme c'est encore parfois trop souvent interprété. Je le dis parce que c'est ce type d'interprétation qui viennent très en amont déjà cloisonner tout l'esprit de la loi du législateur. Les gestions prudentes n'interdisent en aucune manière les gestions diversifiées, défensives, bien au contraire. La gestion diligente, c'est celle qui suppose que eh bien, la gestion du patrimoine du majeur ne se fasse pas par à-coups. Des points réguliers sont nécessaires, opportuns, pour peu que la situation du majeur le recommande, que ses objectifs les mettent en avant, que son âge, que son horizon d'investissement ou encore que sa situation budgétaire le recommande. Il ne s'agit pas de placer un capital à l'instant T, puis de se dire advienne que pourra dans les 5, 10 ou 15 ans. Non, des points réguliers sont importants. La gestion avisée, enfin, sous-entend que le tuteur n'est pas seul dans l'exercice de sa mesure et qu'il doit s'accompagner, ou du moins pouvoir le faire, de tous les professionnels autour de la mesure de protection, lui permettant de répondre au plus près aux intérêts du majeur. Les intérêts du majeur, justement, en matière patrimoniale, on pourrait le résumer au simple fait de ne pas s'appauvrir. L'idée derrière, c'est quoi? C'est de rechercher au moins un rendement du patrimoine supérieur ou égal à l'inflation, supérieur plutôt. Je vais y revenir dans un instant. Pourquoi? Lui permettant de faire face tout simplement à son train de vie, à ses besoins quotidiens. Or, l'un des principes fondamentaux en finance, il faut le savoir, il faut l'imprimer, c'est que tout rendement qui est égal à l'inflation, c'est un rendement nul. Pire encore, tout rendement inférieur à l'inflation équivaut à une perte. Or, la longue période de taux que l'on a traversée depuis, enfin, jusqu'à 2022 faisait que nombre de patrimoines majeurs étaient investis principalement sur des livrets bancaires ou encore des fonds en euros
qui à l'époque encore apportait entre 0, et 1, pas grand-chose. Une fois qu'on a dit ça, il reste un article, merci de me le rappeler. 502, le juge statue sur les autorisations que le tuteur sollicite pour les actes qu'il ne peut accomplir seul. Alors notez d'ores et déjà que sur les 3 articles, 2 visent exclusivement le tuteur. Je le souligne ici, mais Madame Le Gac n'est plus là, puisque les quelques difficultés qui pouvaient naître faisaient référence notamment à la curatelle, je vais y revenir. Alors l'article 1, je ne vous apprends rien, mais j'aime bien y revenir ici, puisque le 3e alinéa est super important. Constituent des actes d'administration, les actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée, dénués de risque anormal. Figure de la colonne 1 du tableau constituant l'annexe 1 du présent décret une liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration. Alors ici, on apprend 2 choses. Déjà, il y a plusieurs colonnes et il y a plusieurs tableaux. Et cette annexe 1 n'appelle aucune ambiguïté particulière. Tous les actes qui figurent dans ce tableau revêtent un caractère irréfragable. Je regarde ma colonne 1, j'ai des actes d'administration, point. Le dernier alinéa précise que figure dans la colonne 1 de l'annexe 2 du présent décret une liste non exhaustive d'actes qui sont regardés comme des actes d'administration. Je vous propose qu'on se reste un instant ici. Les rédacteurs du décret ont d'ores et déjà prévu la possibilité, lorsqu'un acte ne figure pas dans l'annexe 1, eh bien de l'inclure dans l'annexe 2, mais que par définition, d'autres types d'actes pourraient tout à fait s'y retrouver. À moins que les circonstances d'espèce ne permettent pas aux tuteurs de considérer qu'ils répondent aux critères de l'alinéa premier à raison de leurs conséquences importantes sur le contenu ou la valeur du patrimoine. Ce dernier alinéa, pour moi, fait le plus sens dans le cadre du décret. Il est souvent oublié, pour ne pas dire méconnu, mais le décret donne en réalité toutes les prérogatives au mandataire en fonction de la connaissance qu'il a de la situation de son protégé, en fonction des circonstances d'espèce, de pouvoir considérer si l'acte projeté appartient soit à un acte d'administration, soit à un acte de disposition. L'article 2 définit les actes de disposition justement comme des actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur ou une altération durable des prérogatives de son titulaire. Vous le voyez, l'article 2 ici reprend stricto sensu le dernier alinéa que l'on a vu sur l'article 1 qu'on a commenté précédemment. De la même manière, dans la colonne 2, on va retrouver une liste des actes qui sont regardés comme des actes de disposition, point, qui ne souffrent ici pas d'ambiguïté. Et dans l'annexe 2, une liste non exhaustive, là encore, d'actes qui sont regardés comme des actes de disposition, à moins que les circonstances d'espèce ne permettent pas au tuteur de considérer qu'ils répondent aux critères de l'alinéa premier, vous l'avez compris, en raison de la faible importance sur le contenu ou la valeur du patrimoine. Alors, si la loi du 23 mars 2019 incarne pleinement la déjudiciarisation des actes, j'ai réussi à le dire, vous le noterez du premier coup, force est de constater que le décret de 2008 y consacrait déjà une large part. Permettre au tuteur d'apprécier lui-même, avant même d'avoir à solliciter le juge, si l'acte projeté sur le patrimoine, finalement, pouvait revêtir le caractère d'un acte de gestion normal, en raison de l'importance sur le patrimoine. Alors oui, la qualification des actes peut entraîner des difficultés lorsque nous sommes en curatelle notamment, mais si l'on s'attarde à la tutelle, quel est le principal risque finalement? Que la responsabilité du tuteur soit engagée en raison de la qualification d'un acte, pour peu que la décision projetée respecte l'intérêt du majeur et dans la mesure du possible son autonomie, on voit qu'on rentrerait dans d'autres problématiques, pour ne pas dire dans d'autres polémiques. Au-delà des problématiques souvent soulevées d'un point de vue juridique, pourrions-nous rappeler l'importance du rôle du mandataire dans l'exercice de sa mesure? Pourrions-nous rappeler la difficulté qui est parfois la sienne de s'y retrouver dans ce dédale de texte, alors que même les plus grands spécialistes parfois ne sont pas toujours d'accord sur l'interprétation à leur donner? Pourrions-nous rappeler l'esprit premier de la loi, la protection de la personne et de ses intérêts patrimoniaux? Le juge, je le rappelle, lorsqu'il confie un mandat judiciaire à un mandataire, c'est en raison de la confiance qu'il lui accorde, en premier lieu, laquelle est étayée par le CNC qui lui est délivré, également complétée par le serment qu'il prête dans lequel il jure d'exercer son mandat loyalement. Pourrions-nous rappeler la connaissance très fine que le mandataire acquiert au quotidien aux côtés de ses protégés sur leurs difficultés rencontrées au quotidien, sur leurs contraintes, sur leur rapport à l'argent? Pourrions-nous rappeler tout le soin apporté par les lois qui se sont succédées depuis 2007, faisant toute la place à l'autonomie du majeur dans la mesure du possible et d'une certaine manière à la déjudiciarisation des actes
depuis 2019. Alors, je fais écho ici aux difficultés que le décret peut faire naître, notamment de l'exercice d'une curatelle, et qui m'a valu ces quelques échanges festifs avec la magistrate. Elle ne sera pas là pour en témoigner, c'est dommage. Quid là encore de l'autonomie du majeur que l'on ne cesse de vouloir mettre en avant? Quid de la participation de ce même majeur à sa mesure de protection, ou alors du rôle du curateur sur les actes importants qui requièrent de toute façon son assistance? Alors les dérives que l'on pourrait voir naître en curatelle ne devraient pas nous interroger en amont sur le choix fait d'avoir privilégié un régime d'assistance plutôt qu'une représentation, pour peu que l'on estime que le majeur ne soit pas à même de réaliser tel ou tel acte. Alors, en conclusion, pour vous faire part de ma lecture à ce stade, plus que la qualification des actes pouvant être effectués par le tuteur dans certains cas ou bien autorisés par le juge dans d'autres, c'est l'impact de ces actes sur le patrimoine du majeur qu'il conviendrait de mesurer. Or, combien d'ordonnances ont été rendues pour leur ouverture d'un simple placement bancaire pour un majeur protégé en tutelle, se bornant, parfois trop souvent, c'est mon humble constat, à valider le choix d'un placement au regard de sa seule garantie en capital, de son taux de rémunération ou encore de ses frais appliqués. Or, un placement, ce n'est pas simplement un taux de rémunération et des frais. Je prends ici le cas du majeur qui a ses livrets réglementés au plafond, livret A, LDD, LP, et pour lequel le conseil avisé, je mets des guillemets, je me le permets, du banquier, recommande l'ouverture d'un super livret à 3%, sans frais, disponible, garanti en capital. Qui plus est, vous précise que les intérêts ne seront pas imposables pour votre majeur, ce dernier n'ayant que de faibles revenus. En effet, ici, qui ne tomberait pas sous les sirènes du conseiller qui met en avant un produit simple, qui rapporte 3%, qui est sécurisé, qui n'a pas de frais? Eh bien, bon nombre de personnes, je pense. Or, première et grave erreur commise ici, confondre le rendement d'un placement et la rentabilité pour le protéger. Vous serez surpris de voir ici que les deux notions peuvent paraître proches, mais pourtant, dans certains cas, elles vont emprunter des chemins bien différents. Je vais essayer de l'illustrer. En effet, dans le cas décrit, malheureusement, après le cas de Mamie Huguette, je suis passé rapidement tout à l'heure, d'ailleurs je l'ai zappé, le cas de Mamie Huguette. Je vais y revenir dans ma conclusion, si vous le permettez. Ben non, je vais y revenir d'ailleurs maintenant, parce que je vous ai dit que je vais l'illustrer à travers deux exemples. Sinon, ça ne veut plus rien dire. Je vous parlais des difficultés de pouvoir interpréter les actes, administration, dispositions, et parfois de requêter pour requêter et continuer d'embêter nos chers magistrats, qui, on l'a dit ce matin, je crois, gèrent à peu près 3000 mesures. Je voulais vous faire part du cas de Mamie Huguette, veuve, c'est un cas véridique qui nous a été présenté, qui se retrouve en EHPAD et qui hérite du compte-titre de son défunt mari. On est sollicité à cet instant pour réaliser un audit du patrimoine. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce que l'on fait de ce compte-titre, de cette pauvre mamie? Mamie Huguette, au moment où elle rentre dans l'EHPAD, elle a 96 ans. Et lorsqu'on soulève le capot du compte-titre, on s'aperçoit qu'au regard du patrimoine global, ça représente près de 98% des actifs financiers et que ce dernier est constitué exclusivement de titres vifs, c'est-à-dire des actions, des valeurs mobilières. Il y a du Air Liquide, du Total, du LVMH, peu importe. Et du coup, une fois qu'on diligente notre audit, on dit, bon, ben là, l'article 496, la gestion prudente, elle est bien loin. Vous le savez, en cas de crise financière, lorsqu'on détient des actions d'une manière aussi importante, eh bien, il faut savoir s'accrocher. On peut perdre 10, 20, 30, 40% à l'espace de quelques semaines. Bref, on dit à la mandataire, il faut agir sans plus attendre, on va céder la majeure partie des titres, on va venir sécuriser les plus-values et venir les remployer à travers une enveloppe, pour le coup, sécurisée, qui va permettre de générer des revenus complémentaires et faire face au déficit budgétaire octroyé par le financement de l'EHPAD. Mais ça, c'est la deuxième partie du problème. La mandataire nous dit, ben, c'est parfait, je vais effectuer ma requête pour demander à l'autorisation du juge de céder les titres. Et je me tourne vers elle, je lui dis, mais pourquoi souhaitez-vous requêter ici? Eh bien, elle me dit, ben, je dois vendre des valeurs mobilières, j'ai besoin de l'autorisation du juge pour transmettre l'ordre à la banque. Eh bien non, là encore une fois, toute l'interprétation qui est permise au tuteur dans l'annexe 2, je le rappelle, sont considérés comme des actes d'administration, la cession des titres en vue de leur remplacement. Là, il s'agit ni plus ni moins que de venir sortir des actions pour, par exemple, en attendant, faire du monétaire, l'équivalent des livrets,
Vous pouvez réaliser pareille opération sur un contrat d'assurance vie qui est investi en unité de compte pour lequel vous souhaiteriez basculer sur du fonds en euros, par exemple. Attention, je ne parle pas de la clôture en pleine propriété, qui, elle, s'assimile à un acte de disposition, mais la cession des titres, pourvu qu'elle soit suivie de leur remplacement, est bien assimilée dans l'annexe 2 parmi les actes d'administration. N'hésitez pas à me faire signe pour le tempo. On est toujours bon, chef. Merci. Deuxième partie du problème, il s'agissait de pouvoir financer l'EHPAD qui occasionnait un déficit budgétaire pour cette mamie Huguette. La première problématique ici, c'est qu'entre la réalisation des différentes opérations, la cession des titres, puis leur emploi, pour le coup autorisé par le juge des tutelles dans une enveloppe de capitalisation, il s'est écoulé 4 mois pendant lesquels les frais d'EHPAD, ils tombaient. La facture, elle se prélève sur le compte de fonctionnement. Et finalement, le dernier mois, entre le moment où les contrats de capitalisation sont souscrits, le délai de rétractation de 30 jours est passé, la mise en place du premier achat partiel programmé est effectif. Je vois une dame me faire oui, 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 ça sent le vécu. Eh bien, il y a eu un décalage de trésorerie qui a occasionné un rejet du prélèvement de l'EHPAD avec un déficit sur le compte de fonctionnement et toute la difficulté que l'on peut comprendre à ce type de situation. Et du coup, la mandataire, bien embêtée, se dit vite, 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 il faut que je fasse une requête pour pouvoir prélever sur le capital l'argent nécessaire à régler la facture d'EHPAD. Et je me tourne vers elle et je lui dis mais pourquoi souhaitez-vous requêter ici? Eh bien, elle me dit c'est simple. Je dois prélever sur le capital de mon majeur, je n'ai d'autre choix que de solliciter l'autorisation du juge des tutelles. Eh bien, non. L'annexe 2, là encore, considère que constitue un acte d'administration le prélèvement sur le capital en vue du paiement des dettes. Il classe bien parmi les actes de disposition le prélèvement sur le capital à l'exclusion du paiement des dettes. Donc là, nul besoin d'attendre l'autorisation du juge des tutelles pour prélever les 2 000 € nécessaires sur le livret A de Mamie Huguette pour pouvoir assurer la facture de l'EHPAD. La facture de l'EHPAD, je vous rappelle, c'est une dette. Elle est née, elle est due, elle est exigible. Elle permet de préserver le droit au logement de votre majeur. Je sens que ça fait réagir, mais on aura tout l'occasion d'échanger juste après. Il nous reste quelques minutes. Pardon, du coup, comme j'ai dû revenir en arrière, j'essaie de ne pas perdre le fil et je reprends sur ma conclusion pour revenir tout à l'heure sur le conseil soi-disant avisé et l'importance de mesurer les conséquences des actes sur la situation du majeur. Rappelez-vous le super livret à 3% comme une solution simple, garantie en capital, disponible. En réalité, va jouer des tours la situation de votre majeur protégé ici. Alors, ce n'est plus le cas de Mamie Huguette, c'est au tour de Papy Gaston, un majeur protégé placé en tutelle. Un autre cas véridique qui nous a été soumis, titulaire d'une faible pension de retraite et d'un complément d'âge, qui voit en réalité les 3 000 € d'intérêt dégagés par son super livret lui faire dépasser le seuil de son revenu fiscal de référence, qui va lui occasionner une hausse des prélèvements sociaux sur sa pension de retraite, qui est déjà faible, qui va lui occasionner le prélèvement à la source des 17,2 de CSG-CRDS sur les intérêts de son livret, qui va lui empêcher de bénéficier du dégrèvement ou de l'exonération sur sa taxe foncière, et plus grave encore, qui va enfin lui faire perdre le complément d'âge dont il bénéficiait depuis des années. Résultat, les 3 000 € d'intérêt mis en avant par le banquier lui auront en réalité occasionné un déficit de 4 000 €. Grevant d'autant son budget, vous l'avez compris. Alors, réécrire le décret, je ne sais toujours pas. Le lire, probablement. À mesurer les conséquences sur le patrimoine des personnes vulnérables, certainement. Je vous remercie.